Vous êtes-vous déjà demandé si l'amour pouvait être un piège déguisé en rêve? De quelle ville française ou internationale regardez-vous cette émission? Laissez un commentaire et suivez-nous pour des histoires qui changent la vie. En Bourgogne, où les vignobles s'étendent tel un tapis doré sous le soleil d'automne, vivait Madame Élise Duval. À 63 ans, elle était la matriarche du château Duval-Bresson, un empire viticole hérité de génération en génération, désormais silencieux depuis la mort de son mari, Pierre, 5 ans auparavant. La vie d'Élise était un rituel d'élégante solitude. Promenade matinale parmi les rangs de chardonnay, visites hebdomadaires au marché de Dijon pour acheter du fromage et des fleurs, et soirées passées avec un livre et un verre du meilleur pinot noir de la maison, accompagnées seulement par les ombres dansant sur la cheminée en pierre. Le château, autrefois théâtre de fêtes animées, faisait désormais écho au vide qui la rongeait. Elle était riche, respectée, mais invisible. Aspirant à un souffle de vitalité, à quelque chose qui lui fasse battre le cœur au rythme du désordre de la vie réelle, Élise rompit sa routine. Un mardi matin gris, au lieu d'aller au marché local, elle conduisit sa voiture de collection jusqu'au centre commercial moderne de Dijon. Elle avait besoin d'un nouveau parfum, ou peut-être était-ce juste une excuse pour se sentir à nouveau partie prenante du monde. Elle était assise dans une pâtisserie animée, bercée par le brouhaha des conversations des jeunes et les rires des couples. Tandis qu'elle remuait son café, une vague de solitude la frappa violemment. Là, au milieu de la foule, elle se sentait comme un fantôme. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans un endroit bondé? C'est alors qu'une voix veloutée trancha. « Excusez-moi, madame, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le remarquer. Il faut un palais exceptionnel pour choisir le pain au chocolat ici. La plupart des gens optent pour le croissant. » Élise leva les yeux et croisa les yeux d'un bleu intense, ceux d'un jeune homme d'une beauté presque insolente. Il avait peut-être 24 ans, des cheveux noirs ébouriffés, un charme étudié et un sourire qui semblait cacher un amusant secret. Il se présenta comme étant Lucien Moreau, un sommelier parisien de passage à Dijon pour rendre visite à sa famille. « Enchanté, madame », dit-il en inclinant légèrement la tête. Il ne la regardait pas comme les autres, avec une révérence ou une pitié distante. Il la regardait comme une femme. Pour la première fois depuis des années, Élise sentit le rouge lui monter au visage. Il demanda la permission de s'asseoir et, contre son gré, elle acquiesça. La conversation s'écoula comme un grand cru rare. Lucien parlait des vins non pas avec l'arrogance d'un connaisseur, mais avec la passion d'un poète. Il décrivait les arômes et les saveurs d'une manière qu'Élise n'avait jamais entendue, bien qu'elle fût née et eût grandi parmi eux. Il la faisait rire, ce qu'elle n'avait pas fait de bon cœur depuis longtemps. Il l'écoutait vraiment lorsqu'elle parlait de Pierre, du poids de son héritage et du silence du château. Au bout d'une heure qui lui sembla une minute, il lui prit la main. « Votre château, Duval-Bresson, c'est une légende. Ce serait un honneur pour un humble sommelier comme moi de déguster un de vos vins, en compagnie de votre maîtresse. » L'invitation était audacieuse, directe. La raison lui dictait son esprit. La différence d'âge, ses intentions, ce que les gens diraient dans la petite communauté viticole. Mais son cœur, sec et oublié, battait à un rythme nouveau et dangereux. Avez-vous déjà été tenté d'ignorer la raison et de suivre votre cœur, même en connaissant les risques? Cette passion débordante vous a-t-elle conquis? Suivez la chaîne pour découvrir où cette romance interdite vous mène. Il arriva au château le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain. En quelques semaines, Lucien était devenu une présence constante dans la vie d'Élise. Il l'accompagnait dans les vignes à l'aube, leurs mains se frôlant, la brume bourguignonne les enveloppant comme un secret. Il l'aidait en cuisine, préparant un coq au vin pendant qu'ils ouvraient une bouteille de pinot noir d'un vieux millésime. Son rire remplissait les pièces vides, et son énergie semblait rajeunir non seulement Élise, mais aussi les murs de pierre du château. Il l'appelait « ma belle Élise », et lui murmurait à l'oreille que l'âge n'était qu'un chiffre, une invention de ceux qui ignorent la vraie passion. Elle, femme qui dirigeait un empire d'une main de fer, se sentait comme une adolescente découvrant son premier amour. Les ragots commencèrent, bien sûr, sur les marchés de Dijon, dans les bistrots de Beaune, la veuve Duval et son jeune amant. Certains les regardaient avec dédain, d'autres avec envie. Élise les ignorait. Pour la première fois, elle se fichait de ce que le monde pensait.
Lucien la convainquit de faire des choses qu'elle n'avait pas faites depuis des décennies. Danser au salon sur de vieilles chansons de Charles Aznavour, improviser un pique-nique au bord de la Saône, rouler jusqu'à la côte pour admirer la mer. Il la faisait se sentir vivante, désirée, vue. « Tu es la femme la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée », lui dit-il un soir, sous un ciel étoilé, la silhouette du château se découpant derrière eux. « Je vendrai mon âme pour passer le reste de ma vie à tes côtés. » Élise, les larmes aux yeux, le crut. Elle était prête à tout lui donner. Mais que feriez-vous si vous découvriez que l'amour de votre vie était en réalité un prédateur déguisé? Et elle le lui donna. Non seulement son cœur, mais aussi l'accès à ses finances. Tout commença par une histoire déchirante concernant son petit domaine familial, près de Chablis, au bord de la faillite. Ce sont des gens simples, ma belle Élise. Ils ne comprennent pas les affaires comme toi. Un petit prêt pour sauver l'héritage de mon père. Ce petit prêt était une somme qui aurait pu lui permettre d'acheter un appartement à Paris. Élise n'hésita pas. Elle fit le virement, se sentant comme une protectrice, une partenaire. Lucien la couvrit de baisers, l'appelant mon ange gardien. Il lui promit que chaque centime lui serait rendu avec les intérêts, mais surtout avec une vie de dévouement. La première alarme vint de Jean-Pierre, le vieux régisseur, un homme dont la loyauté se lisait sur son visage ridé par le soleil. Il avait servi à la fois le père d'Élise et son défunt mari. « Madame Duval, dit-il un jour, chapeau bas, ce jeune homme, Lucien, il ne me semble pas bien. C'est vrai. Il pose beaucoup de questions sur les finances, les contrats d'exportation. » Élise, pour la première fois, ressentit une pointe d'irritation envers son fidèle employé. « Jean-Pierre, il s'intéresse à mon univers. Il veut apprendre. Vous devriez être heureuse pour moi. » Mais les yeux de Jean-Pierre étaient emplis d'une tristesse qu'Élise refusait de déchiffrer. « Je ne suis heureux que lorsque vous êtes en sécurité, » répondit-il, avant de se retirer silencieusement. « Cette trahison vous a-t-elle surpris? Suivez la chaîne pour plus de rebondissements comme celui-ci. » Le fossé se creusa quelques semaines plus tard, dans un bistrot bondé de Beaune. Jean-Pierre l'avait invité à prendre un café sous prétexte de discuter des vendanges à venir. Assis à une table dans un coin, il alla droit au but. « Madame, j'ai posé quelques questions. Personne dans le monde du vin parisien ne connaît un sommelier nommé Lucien Moreau. Et sa famille à Chablis. Il n'y a pas de domaine Moreau là-bas. » Sa voix était un murmure pressant. Le cœur d'Élise s'emballa, un mélange de peur et de colère. Comment osait-il? Avant qu'elle puisse répondre, une ombre passa sur la table. C'était Lucien, un sourire glacial aux lèvres. « Est-ce que je vous interromps ?» Il s'assit sans y être invité et posa sa main sur celle d'Élise. « Jean-Pierre, » dit-il avec un calme venimeux, « je sais que vous avez du mal à imaginer Madame Duval heureuse avec quelqu'un d'autre après Pierre, mais vos tentatives de l'empoisonner contre moi sont pathétiques. » La discussion était basse, tendue, le genre de murmure qui fait que les tables alentour font semblant de ne pas entendre. Lucien transforma l'inquiétude de Jean-Pierre en jalousie d'employé possessif. Il donna à Élise l'impression de devoir choisir. Et se humilier devant tout le monde, elle choisit. « Assez, Jean-Pierre, tu as dépassé les bornes. » Le vieil homme se leva, le visage marqué par la douleur et la défaite. Il acquiesça simplement et s'éloigna, laissant Élise avec son jeune amant, qui la serrait maintenant contre lui en murmurant « Tu vois, mon amour, je te protège de tous ceux qui veulent nous séparer. » Ce soir-là, pour célébrer sa loyauté, il la convainquit de le nommer associé minoritaire d'une nouvelle entreprise d'exportation qu'il voulait créer. Ce serait leur avenir. Avez-vous déjà ressenti une telle tension dans votre poitrine en voyant le masque de l'être aimé tomber? Le masque de Lucien commença à tomber par une nuit pluvieuse. Il était dans son bureau, au téléphone, et il pensait qu'Élise était montée dormir. Elle descendit chercher un verre d'eau et l'entendit à travers la porte entr'ouverte. Sa voix n'était pas celle d'un amoureux passionné. Elle était froide, arrogante et cruelle. Oui, la vieille a tout gobé. L'entreprise d'exportation, c'est la prochaine étape. Encore quelques semaines et je lui prends tout. T'inquiète, Chloé, notre appartement à Nice est presque remboursé. Elle est pathétiquement reconnaissante pour la moindre attention. Le monde d'Élise s'arrêta de tourner. Chloé, l'appartement, la vieille femme. Chaque mot était un coup de poignard dans son cœur. Elle se réfugia dans l'obscurité du couloir, la main sur la bouche pour étouffer un sanglot.
Le verre d'eau oublié. L'homme qu'elle aimait n'existait pas. À sa place, se trouvait un monstre, et elle l'avait invité chez elle, dans sa vie, dans son âme. La douleur fut la première vague, physique, vive, comme si l'air lui avait été volé. Puis vint la glace. Une clarté froide et tranchante qui figea ses larmes, avant qu'elles ne puissent couler. Le vieux parquet en chêne sous ses pieds lui semblait s'être transformé en sable mouvant. L'espace d'un instant, elle eut envie de courir, de crier, de dénoncer le monstre qui habitait sa maison. Mais celle qui avait bâti un empire sur les cendres du chagrin de son mari n'était pas une impulsive. La colère remplaça la panique. Une fureur silencieuse et calculatrice bouillonna dans ses veines. Elle se retira dans sa chambre, ferma doucement la porte et s'assit dans l'obscurité, le son de son propre cœur emplissant le silence. Que ferait-elle à sa place? Affronterait-elle le menteur ou comploterait-elle sa vengeance en silence? Le lendemain matin, Élise descendit prendre son petit déjeuner comme si de rien n'était. Elle prépara la baguette fraîche à la confiture de figues, versa le café dans ses tasses en porcelaine et sourit lorsque Lucien l'embrassa sur la joue en l'appelant « ma chérie ». Chacun de ces gestes affectueux était comme le contact d'un serpent. Chaque mot d'amour, un venin. Il parlait avec animation de l'entreprise d'exportation, des contacts qu'il nouait à Shanghai et à New York. Elle écoutait, hochait la tête et posait des questions intelligentes, notant mentalement chaque mensonge, chaque détail inventé qu'il tissait dans sa toile. Intérieurement, elle le démantelait, pièce par pièce. Dès son départ, sous prétexte d'un rendez-vous à Dijon, Élise prit les clés de la voiture. Elle ne se rendit pas en ville. Elle se rendit à la petite maison en pierre en bordure de la propriété où habitait Jean-Pierre. Elle frappa à la porte, le cœur serré. Lorsqu'il ouvrit, la surprise sur son visage fit vite place à une profonde inquiétude devant son expression. « Madame ?» Sans un mot, elle le serra simplement dans ses bras. C'était une excuse, un appel à l'aide et un pacte de guerre. Tout cela dans un seul geste. « Tu avais raison, Jean-Pierre », murmura-t-elle, la voix brisée. Surtout, le vieil homme ne dit pas « Je vous l'avais bien dit ». Il la conduisit simplement à l'intérieur, l'assit à sa table rustique et lui servit un verre d'eau. « Je suis toujours à vos côtés, madame. Toujours. Dites-moi ce qu'il faut faire. Si ce rebondissement vous a choqué, suivez la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer le prochain drama. » La première étape du plan fut élaborée l'après-midi même. Jean-Pierre connaissait tout le monde en Bourgogne. Il savait qui était discret, qui était loyal et qui était impitoyable. « Il nous faut un avocat, » dit-il fermement. « Pas quelqu'un d'ici où les ragots vont plus vite que le vin. Il nous faut maître Isabelle Dubois, de Lyon. On dit qu'elle a un cœur de lion et un esprit de renard, une spécialiste des fraudes financières et des affaires délicates. » Élise acquiesça aussitôt. Pendant que Jean-Pierre passait l'appel, elle retourna au château, l'esprit à toute vitesse. Elle avait besoin de preuves. Email, relevé bancaire, relevé téléphonique. Elle devait devenir détective chez elle. Ce soir-là, la tension était presque insoutenable. Lucien rentra plus tard que d'habitude, sentant le parfum de femme bon marché et portant une boîte de ses macarons préférés. « Pour m'excuser du retard, mon amour. » Il la serra dans ses bras par derrière, tandis qu'elle contemplait par la fenêtre les vignes sombres. Elle ne broncha pas. Elle força un sourire. « Tu n'as pas besoin de t'excuser d'avoir travaillé si dur pour notre avenir. » Le mot « notre » laissa un goût de cendre dans sa bouche. Le véritable tournant, cependant, survint après le dîner. Lucien semblait nerveux, presque hésitant. Il lui prit les mains, ses yeux bleus s'efforçant de transmettre une sincérité qu'elle savait désormais fausse. « Élise, j'ai quelque chose à te dire. Il s'agit de Chloé. » Son cœur se serra. Allait-il tout avouer? « Ce n'est pas qu'une amie, » poursuivit-il d'une voix basse et sérieuse. « Elle nous aide. Je voulais te faire la surprise, mais je ne peux plus garder ça pour moi. Je sais combien tu désirais une famille complète. Chloé a accepté d'être la mère porteuse de notre enfant. » Le choc du mensonge fut si audacieux, si cruel, qu'Élise faillit éclater de rire. Une fausse grossesse. Le dernier tour d'un escroc prêt à tout pour la piéger. Que ferais-tu si tu découvrais un tel mensonge dans ta famille? Il la coinçait, utilisant son point le plus vulnérable, la solitude, pour lui assonner le coup fatal. Il s'attendait à des larmes, de la joie,
de la gratitude. Ce qu'il vit dans ses yeux, cependant, était différent. Ce n'était pas la femme passionnée qui l'avait trompé, c'était la dame du château Duval-Bresson, et elle était prête à la guerre. Élise n'hésita pas. Elle regarda le visage anxieux de Lucien, tel un acteur attendant des applaudissements pour sa performance la plus cruelle, et fit l'inattendu. Elle sourit. Un sourire lent et énigmatique qui n'atteignit pas ses yeux. « Un fils » répéta-t-elle d'une voix douce comme du velours. « Le nôtre, quelle merveilleuse nouvelle, mon cher. » Sa réaction fut un soulagement momentané, suivi d'une pointe de confusion. Il s'attendait à des larmes, des questions, peut-être même à de la panique. Son acceptation calme et maîtrisée le désarma. Elle se leva, lissa sa robe et dit « Il faut célébrer. J'ouvre le millésime 1985 de mon père. Nous devons trinquer à notre avenir. » Alors qu'elle avançait vers la cave, chaque pas était ferme. La guerre ne se jouerait pas avec des cris, mais avec la fraîcheur d'un vin vieilli servi au bon moment. Ne manquez pas la fin. Suivez maintenant et activez la cloche. Le lendemain, Élise et Jean-Pierre se trouvaient dans le bureau austère de maître Isabelle Dubois, à Lyon. L'avocate était exactement comme Jean-Pierre l'avait décrite, élégante, le regard perçant les apparences. Elle écouta le récit d'Élise sans interruption, ses doigts tambourinant doucement sur un dossier en cuir. « Madame Duval, » dit-elle enfin d'une voix précise et impassible, « votre histoire est malheureusement banale. Ce qui la rend unique, c'est votre fortune et votre combativité. Les sentiments ne font pas gagner les procès. Il nous faut des preuves irréfutables. Transactions bancaires, enregistrements, témoins. Il fera des erreurs. Les escrocs comme lui deviennent toujours arrogants. Votre rôle est d'être là quand il en fera. » La stratégie était claire. Élise devait continuer le jeu, se faisant passer pour la veuve aveugle et amoureuse, tout en rassemblant les munitions que maître Dubois utiliserait pour l'anéantir. Retourner au château ce soir-là, c'était comme entrer dans la gueule du loup. Lucien était euphorique. Il planifiait la chambre du bébé, parlait de prénoms. Élise se joignit à lui, suggérant des couleurs en souriant, l'estomac noué. L'occasion se présenta 2 jours plus tard. Lucien reçut un appel et se précipita dans le jardin, parlant à voix basse. C'était Chloé. Élise se précipita vers son bureau. Son ordinateur portable était ouvert. Elle connaissait le mot de passe. « Ma belle Élise 85 », une blague cruelle. Les mains tremblantes, elle se mit à fouiller. Des dossiers avec des noms de banque, des feuilles de calcul, des emails, c'est là qu'elle le vit. Un dossier intitulé « Assurance ». À l'intérieur, une police d'assurance vie, à son nom, avec Lucien comme seul bénéficiaire, et une clause de remboursement en cas de décès accidentel. Que feriez-vous si vous trouviez votre propre certificat de décès de votre vivant? Des pas dans le couloir la firent refermer l'ordinateur avec un clic. Il revenait. Des sueurs froides lui coulaient dans le dos. Elle eut à peine le temps de s'asseoir dans le fauteuil, prenant un livre d'art, qu'il entra. « Comment vas-tu, mon amour? Tu es pâle. » Il la regarda, ses yeux bleus se plissant. Son masque glissait, et le sien aussi. Cette nuit-là, une odeur de fumée réveilla tout le monde. Un incendie s'était déclaré dans la vieille cave à vin, où étaient entreposés les millésimes les plus rares et les plus précieux. L'incendie fut rapidement maîtrisé, mais l'avertissement était clair. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait de sa vie. L'odeur de fumée et de vin brûlé devint le parfum de sa vengeance. Le feu ne la brisa pas. Il la forgea en acier. Ce matin-là, tandis que les experts légistes examinaient les ruines de la cave, Élise appela Lucien, la voix étranglée par une panique parfaitement maîtrisée. « Lucien, j'ai si peur. Le feu. Et si c'était un incendie criminel? J'ai besoin de toi. Je veux signer les papiers de la société d'exportation aujourd'hui. Je veux tout à ton nom. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, notre avenir, notre fils, sera protégé. » L'appât était posé. Son avidité le rendit aveugle au piège. Il accepta de venir au château ce soir-là pour la signature finale. Ainsi, le décor du dernier acte était planté dans le grand salon du château Duval-Bresson. La cheminée était allumée, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Sur la table en chêne massif, reposait une unique serviette en cuir. Lucien entra, le visage faussement inquiet, mais les yeux brillants de triomphe. Il la serra dans ses bras, lui murmurant des mots de réconfort.
Élise ne se dégagea pas. Elle le guida jusqu'à la table. « Tout est là », dit-elle d'une voix ferme. « Il ne nous reste plus qu'à signer. » Il prit la plume, un sourire victorieux s'échappant presque de ses lèvres. « Avant », dit Élise en levant la main. « Mon avocat a insisté pour être présent pour témoigner. Une formalité. » À cet instant précis, les grandes portes du salon s'ouvrirent. Mais ce n'était pas un notaire qui entra. C'était maître Isabelle Dubois, suivie de Jean-Pierre et de 2 gendarmes. Le sourire de Lucien se figea. Son visage perdit toute couleur. « Qu'est-ce que cela signifie ?» balbutia-t-il en regardant Élise. La femme fragile et passionnée avait disparu. À sa place se tenait la matriarche de l'Empire Duval-Bresson, le regard glacial. « Cela signifie, mon cher, que la partie est terminée. » Maître Dubois déposa une pile de documents sur la table, à côté de son contrat. « Nous avons les relevés de chaque euro transféré. L'enregistrement de vos conversations avec votre complice, Chloé Martin, déjà en garde à vue et qui a avoué l'escroquerie à la grossesse, une copie de l'assurance-vie que vous avez souscrite au nom de Madame Duval, et bien sûr, le rapport d'expertise préliminaire qui pointe vers un incendie criminel dans la cave à vin. » Chaque mot était un clou dans le cercueil de Lucien. Son regard allait d'Élise au policier, tel un animal acculé. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Le masque s'était désintégré, révélant le pathétique escroc qui se cachait sous lui. Alors que les gendarmes le menottaient, son regard croisa celui d'Élise pour la dernière fois. Il s'attendait à voir de la douleur, des larmes. Il ne vit que de l'indifférence. « Tu ne m'as pas volé mon avenir, Lucien », dit-elle d'une voix claire et résonnante dans le silence de la pièce. « Tu m'as simplement rappelé la valeur de mon passé et la force que j'ai toujours eue. Vous avez aimé ? Imaginez-vous sur la Côte d'Azur avec une héritière du yachting. Proposez de nouvelles histoires dans les commentaires. » Des mois plus tard, le soleil bourguignon brillait sur les vignes, alors en pleine vendange. Élise n'était plus seule. Le château était à nouveau animé, non pas par des amants, mais par une volonté. Elle transforma sa douleur en force, créant la Fondation Duval-Bresson, un refuge et un fonds d'aide juridique pour les femmes victimes de violences financières et psychologiques. Debout sur un balcon, elle s'adressait à une foule de sympathisants, la voix forte et pleine d'une vitalité nouvelle. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait ce matin-là au centre commercial. Non pas l'amour, mais elle-même. Quelle leçon tirez-vous de cette histoire ? Partagez et suivez-nous pour découvrir d'autres histoires inspirées de la France authentique.